Et les amis, dans quelques minutes, nous serons repartis vers le département du Gard, les Cévennes, pour visiter cette belle région. Mais alors, on se pose une question ce matin, est-ce qu'on va pouvoir y aller en voiture? Est-ce qu'on va pouvoir prendre notre petite 2 chevaux qui ne consomme pas beaucoup, mais vu les prix de l'essence qui nous guettent, qui nous frappent déjà, hein, vu le prix des sources d'énergie en général, hein, le gaz aussi, hein, les matières premières qui fabriquent tous nos biens de consommation, les services sont impactés également, on va le voir dans une minute. Est-ce qu'en fait tout augmente à la rentrée? Est-ce que vous avez ce sentiment? En tout cas, pour 98% de nos auditeurs, c'est le cas. Ils ont le sentiment que tout augmente. Oui, je crois qu'ils ont pas faux. Hein. Enfin, on verra qu'il y a peut-être des choses qui baissent, mais c'est à la marge. On va voir ça dans une seconde avec Jean-Baptiste Giraud qui nous a rejoint en studio ce matin, qui est journaliste économique et fondateur d'Économie Matin. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. On a besoin de vous pour y voir clair. Hein. On va dire pour se faire mal, mais en connaissance de cause. Au moins, comprendre ce qui se passe, c'est déjà être un petit peu moins naïf. Voilà, c'est ça. Et puis souffrir un peu moins. Hein. Quand on comprend, on souffre moins. Et puis au téléphone avec nous ce matin, Chantal Huette, la présidente de Famille de France. Bonjour Chantal. Oui, bonjour messieurs, bonjour mesdames. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions ce matin. J'ai envie de commencer avec vous pour vous demander le sentiment en fait de la population française que vous incarnez ce matin, les Familles de France. Est-ce que vous pensez également que tout augmente et qu'on va avoir mal à la rentrée ? Alors déjà, c'est 3 millions de familles qui sont impactées par ces achats. 3 millions de familles, mais plus, puisque je parle des 3 millions de familles qui vont être aidées par l'allocation de rentrée scolaire, bien évidemment. Oui. Alors oui, bien sûr, Famille de France a constaté qu'il y avait une augmentation sur la papeterie, les fournitures et le sport. Voilà, donc que ce soit en hypermarché, supermarché et magasins spécialisés. Donc on note une augmentation pour les hypermarchés de 3,91%. Pour la papeterie, j'entends, les supermarchés 5,57%. Oui, grosso modo les fournitures scolaires, quoi, en tout cas, voilà, les biens manufacturés. Scolaires. Mais Famille de France, vous savez, donc établit son panier sur 45 articles. On les répartit comme ça en fournitures papetières, en fournitures non papetières et avec le matériel de sport. Et on a constaté qu'effectivement, il y a quand même un influx important de l'augmentation des fournitures papetières. Et ça, c'est dû, je pense, à l'augmentation des matières premières. Mais Chantal Huette, je vais vous demander d'élargir un petit peu votre angle de vision. Familles de France ne sont pas impactées que par les fournitures scolaires. Je pense que, comme tous les Français, c'est d'abord les sources d'énergie et celles qui vont vers la voiture, mais aussi vers l'habitat qui sont impactés. Oui, bien sûr, on a constaté depuis le 1er janvier 2021 que le carburant avait augmenté. Ah oui, donc, ça, on l'a bien constaté. On l'a constaté et pour partir en vacances, on l'a vu. Pour le retour des vacances, on le voit encore. Maintenant, est-ce qu'il y a un impact de la hausse du carburant, sur les fournitures? Pas précisément. Non, mais sur la vie des usagers, oui. Français, oui, bien sûr, sur la vie en général, bien évidemment, mais c'est plutôt les matières premières qui ont un impact sur le coût de nos fournitures. D'accord. Voilà. Jean-Baptiste Giraud, on va essayer de faire un petit peu le tri dans toutes ces augmentations. La plus visible et la première, surtout au moment du retour des vacances, c'est effectivement le carburant, qui est un baromètre aussi de l'économie française. Alors, c'est peut-être la plus visible parce qu'effectivement, quand on passe à la pompe, on se dit mince, ça a encore augmenté. Mais le pire dans un budget, c'est tout ce que l'on ne voit pas. Toutes les augmentations sournoises. Tiens, par exemple, moi, je trouve que je suis pas allé chez le coiffeur depuis un petit bout de temps. Mon coiffeur est un ami. Je ne rechignerai pas la dépense, mais avec le Covid, avec les mesures qui lui ont été imposées, il peut prendre moins de clients dans la journée. Il a été obligé d'augmenter ses tarifs. Et ça, c'est une augmentation concrète qui va rester. Qui va demeurer, il ne va pas y avoir de baisse des prix. Et des dizaines de prix comme ça ont augmenté, soit à cause du Covid, soit dans les services, vous voulez dire? Oui, mais pas seulement dans les services. Madame disait à l'instant, le prix des matières premières explique en grande partie la hausse des biens de consommation. Pas seulement, parce que par exemple, la paire de ciseaux dont les enfants vont avoir besoin en classe, ou même le rapporteur en plastique, eh bien, il a été transporté souvent de l'autre bout du monde, et les coûts de transport dans les conteneurs, le fret,
renforcer. 80% des biens de consommation passent par des bateaux et ces bateaux, eh bien, ça coûte plus cher aujourd'hui de mettre un carton dans un conteneur. Les prix ont augmenté parfois de quasiment multiplié par 2 et en tout cas en moyenne de 50%. Donc la paire de ciseaux, elle va coûter 1, 2, 3 centimes de plus à cause du coût du transport qui a été augmenté. Mais je voulais revenir sur ce que vous disiez à propos des services, et vous parliez de votre coiffeur. Ça a même été beaucoup reproché à la restauration qui pourtant a été vraiment impactée et qui nous concerne tous. L'augmentation des prix, elle était mécanique. Ah ben, c'est simple. Chaque fois que j'ai regardé un menu de restaurant, dès qu'on a pu retourner au restaurant, j'y suis allé, et par plaisir et par solidarité. Mais c'est vrai que j'ai halluciné de voir des menus, tout compris, qui étaient à 29 € et qui sont passés à 33 ou 35. C'est systématique. Mon coiffeur, s'il m'écoute, je suis désolé, mais c'est vrai, je sais très bien, on en a parlé ensemble. Lui, il a mis 2,50 € ou 3 € de plus sur la coupe. Or, sur une coupe à 20 €, eh ben 3 €, c'est une très grosse augmentation. Et pourquoi l'ont-ils fait? Pour récupérer un peu de ce chiffre d'affaires qui a manqué. Son chiffre d'affaires est en baisse de 20% par rapport à une année de référence. C'est tout simple. Il a le droit d'avoir moins de clients et les contraintes sanitaires sont très pesantes sur son chiffre d'affaires. Et le pass sanitaire qui oblige à embaucher des gens pour contrôler le pass sanitaire, c'est un coût supplémentaire pour ceux qui sont obligés de le contrôler. Et tous ces coûts mis bout à bout, à un moment, il y a quelqu'un qui les paye, c'est le consommateur. Chantal Huette, je vous entends un petit peu piaffer parce que vous avez certainement un avis là-dessus également. J'aime beaucoup le verbe piaffer, effectivement. Non, je voulais juste revenir vers vous parce que Famille de France donc a fait son enquête, mais c'est uniquement sur les fournitures, pas du tout sur le coiffeur. Mais je rejoins effectivement Monsieur Giraud dans son analyse pour tout ce qui est extra rentrée scolaire. Oui. Maintenant, Famille de France intervient et vous dit que le coût des fournitures en 6e est en haut de 1,04% par rapport à 2020. C'est-à-dire c'est un panier qui atteint 199,34 €, mais qui reste quand même, et je tiens à le signaler, Monsieur Giraud, qui reste quand même inférieur au coût de l'inflation qui est de 1,20 au 31 juillet 2021. Mais néanmoins, effectivement, si on fait un cumul de tout ce qui se passe pour la rentrée, on constate pour les familles bien sûr une augmentation du budget familial par rapport à toutes ces dépenses. Jean-Baptiste Giraud, qu'est-ce que vous répondez à Chantal Huette? Je voulais surtout réagir au gros mot qu'elle vient de prononcer, le mot inflation. J'attendais qu'il arrive dans la conversation et vous avez parlé de mesure de l'inflation. Et là, si je suis là aujourd'hui, a priori, c'est pour faire preuve d'une certaine expertise sur un sujet. Et là, le sujet auquel je vais m'atteler, c'est la mesure de l'inflation. En fait, on nous dit les prix n'augmentent pas, les prix ne bougent pas. Ce qui n'est pas totalement vrai, puisque par exemple, outre-Atlantique, où l'inflation est mesurée différemment, elle est de 4% depuis le début de l'année. C'est quand même autre chose que 1 ou 1,5%. Et le vrai problème de la mesure de l'inflation, c'est que si vous avez l'impression, 98% des auditeurs de Sud Radio disent, on a l'impression que les prix augmentent. Mais vous n'avez pas l'impression. Les prix augmentent réellement. Que l'outil de mesure, le thermomètre, ne dise pas la même chose que ce que vous ressentez, c'est normal puisqu'il mesure autre chose. Pourquoi? Parce que dans le panier qui mesure l'inflation, il y a par exemple le téléviseur. Et le téléviseur, aujourd'hui avec les téléviseurs LED, on n'en change pas tous les 3 jeudis, mais comme son coût s'effondre, allez voir dans les grandes surfaces. Ça vaut là, plus vous rien. avez des promotions, là, c'est 70, on vous les donne. Limite, vous achetez votre pack de lait, on vous donne le téléviseur avec parce que il leur reste sur les bras. D'ailleurs, ils ont du mal à les vendre, les téléviseurs. Ce sont souvent les fournisseurs d'accès qui coûtent cher. Enfin, mais c'est surtout parce que le téléviseur, c'est un consommable périssable et au bout de 6 mois ou 1 an, sa valeur, alors qu'il est tout à fait capable de rendre d'excellents services, s'effondre parce qu'il y a le nouveau qui est arrivé, qui fait mieux, ça, etc. Donc le téléviseur d'il y a 6 mois à 1 an, son prix s'effondre et tous les prix de ces produits qui sont dans le calcul de l'inflation s'effondrent et faussent la donnée et le chiffre. Allez, on se retrouve dans 1 minute pour continuer ce débat autour de la rentrée et des augmentations. Vous pouvez appeler au 0826 300 300 si vous avez des questions à poser à Jean-Baptiste Giraud qui vous y répondra avec ferveur. Allez, à tout de suite. C'était les routes de l'été qui nous mèneront d'ici pas très longtemps du côté du Gard et des Cévennes pour prendre encore le pouls de la France qu'on aime en vacances. Eh oui, beaucoup d'entre vous sont encore en vacances. Ça n'empêche pas de se poser les questions de rentrée en compagnie des spécialistes. On voulait savoir si tout augmente ou si c'est juste un sentiment. Avec nous au téléphone, Chantal Huette, la présidente de Famille de France, qui nous donne un peu le sentiment des familles de France, c'est-à-dire de nous tous. Et en studio avec nous, Jean-Baptiste Giraud, journaliste économique et fondateur d'Économie Matin. Alors, je crois que nous avons une question au téléphone pour Jean-Baptiste Giraud. Allô, êtes-vous avec nous? Yvette. Oui. Bonjour Yvette. D'où appelez-vous, s'il vous plaît?
De Perpignan. Ah, les PO. Alors ça, c'est sacré chez nous. Hein. On aime le Roussillon. Alors, chère Yvette, je vous écoute. Posez votre question à Jean-Baptiste Giraud. Voilà, c'est pour le carburant. Voilà, vite fait, très vite. Je regarde Good Morning, machin, là, des fois sur le 24. Oui. Et je m'aperçois que le baril de Brent, ça fait quelque temps à 76, 75. Et aujourd'hui, il est à $68. Donc, il a déjà baissé de $7. Oui. L'OPEP a décidé d'augmenter sa production. Oui. C'est bien ce que même Biden le demande, qu'il augmente la production. Donc, s'il descend comme ça, pourquoi la pompe ne descend pas? Je pense que là, encore une fois, les taxes gouvernementales sont là-dessous, encore une fois. C'est le gouvernement qui les met au pain, je pense, non? Qu'est-ce qu'il Jean-Baptiste va vous répondre. Alors, Yvette a raison. L'essentiel du prix du carburant aujourd'hui, c'est des taxes. Les 2 tiers environ Oui, les 2 tiers. Pour comprendre, j'étais, il y a encore 48 heures, dans un pays de l'Union européenne, la Slovénie, et juste à côté, il y a la Croatie. En Slovénie, vous faites le plein d'essence à 1,20 €. Ah oui. Et c'est en euros. La Slovénie, enfin, la pas monnaie. Le plein, juste le litre. Oui, bien sûr. Mais vous faites le plein. Oui, mais vous faites le plein. Parce que, et je peux vous dire que les Italiens, ils passent la frontière pour aller en Slovénie, à Trieste, tout ça c'est l'Italie, et ils passent la frontière pour aller faire le plein à 1,20 €. Je parle de l'essence. Je parle de l'essence sans plomb, c'est 1,20 €. Donc si chez nous, c'est 1,55 €, 60, 65, 70 et 80, je l'ai vu à 98 sur l'autoroute. Mais non. C'est, ah oui, 1,98 € près de 2 sur €, ça y est. Ah oui, je l'ai vu à 1,98 € sur l'autoroute. Alors c'est le prix de l'autoroute, mais il y a des pays de l'Union européenne où on paye en euros avec un pouvoir d'achat moindre que le nôtre et où l'essence est 1,20 €. Donc la question d'Yvette, est-ce que c'est les taxes? La réponse c'est oui, évidemment. Les taxes, ça rapporte plus que tous les autres impôts réunis, un peu moins que la TVA, mais c'est l'impôt qui rapporte le plus à l'État. Donc ils vont pas se couper un bras en baissant les taxes sur le carburant, c'est sûr. Et l'impact du baril du Brent, pour répondre à Yvette, c'est que c'est technique. Si le baril de Brent baisse aujourd'hui et même pendant une semaine, ça ne changera rien du tout sur le prix à la pompe parce que les prix sont fixés sur des, en plus, sur des moyennes. Voilà, oui. Le carburant que vous avez aujourd'hui dans votre réservoir d'essence, il a été raffiné il y a déjà un mois. Non, peut-être pas 6 mois parce qu'il n'y a pas des stocks. Il a été raffiné il y a un mois, il a été acheté il y a 3 mois à un autre prix. Et la plupart des acheteurs achètent non pas à l'instant donné, ils n'achètent pas du Brent à 67, mais ils s'engagent sur des millions de barils pendant des semaines ou des mois. Donc ça ne changera rien au prix de l'essence. Je vais compléter la question d'Yvette parce qu'on a tous la même idée. Au fond, c'est un pourcentage, les taxes, sur le prix. Si on baisse le pourcentage, on peut quand même conserver sa marge. Du point de vue du gouvernement, on peut... non, mais alors... Là, c'est même pas en rêve. Non, mais... Vous avez vu l'état des comptes publics? Oui, c'est vrai. Non, mais il faut avec l'état des comptes publics. Non, mais avec l'état des comptes publics, allez dire, sauf pour des raisons électoralistes, si jamais, par exemple, il y avait des élections dans quelques mois, on pourrait envisager qu'un gouvernement se dise tiens, pour faire plaisir à mes électeurs, je vais baisser le prix des carburants. Yvette, si demain le prix du carburant baisse, c'est pas du tout pour vous rendre du pouvoir d'achat, mais c'est pour de la basse politique. C'est tout. Voilà. Oui, vous avez compris, Yvette? Oui, ils ont dit que, je peux le dire ça, ils ont dit que pendant la pandémie qu'ils avaient baissé donc le production, mais là ils ont promis d'augmenter la production. Si la production augmente, donc ça. Il y aura un effet mécanique. Oui, non, mais voilà, à la marge. Clairement, l'histoire de production, vous mettez pas les mains dans le cambouis ou dans le pétrole parce que vous allez vous noyer dedans. Mais clairement, c'est vraiment technique les discussions pour augmenter ou baisser la production. Une chose est sûre, c'est que certaines économies qui sont très gourmandes en carburant sont reparties à plein tube. Et si on manque de puces électroniques, on manque aussi de carburant, de fuel dans certaines régions du monde dont les usines tournent à plein tube. Donc, vous inquiétez pas, le prix du carburant va rester encore élevé pendant un petit bout de temps. Merci beaucoup Yvette du côté de Perpignan. Je vous engage. Les gilets. Oui, ça annonce la rentrée, effectivement. On fera une question d'été la semaine prochaine sur ces levées de boucliers dans toute la France. Mais si je comprends bien, moi je peux conseiller évidemment, comme à Yvette, comme à tout le monde, de prendre moins, en tout cas de rouler moins vite. Moins consommer. L'éco-conduite, c'est radical. Mais comme vous le disiez, ce qui fait le plus mal, c'est souvent ce qu'on ne voit pas, et notamment les sources d'énergie qui servent dans le logement. Par exemple, le chauffage. Alors, vous avez arrêté le chauffage parle même pas. Quand est-ce que vous avez arrêté le chauffage? Cette année? Ouais. Je me souviens pas, mais ça elle a un pull énorme. Ça devait être fin avril. Fin avril, début mai. Non, fin mai.
La plupart des Français ont arrêté le chauffage fin mai, sauf ceux qui, pour des raisons économiques, et je le comprends parfaitement, l'ont coupé avant et on dit à toute la famille, on portera un pull. Mais dans plein de foyers, on a arrêté le chauffage fin mai. Et je veux même vous dire, moi j'avais des locataires dans une maison, ils m'ont demandé de le remettre au mois d'août. On a dû remettre le chauffage au mois d'aût. Il faut dire que c'est baissé à 14-13 degrés en Ile-de-France pendant la nuit. Et pas seulement en Ile-de-France. Donc ça c'est de l'invisible. C'est-à-dire qu'une année où on a un printemps très agréable, où le chauffage tourne au ralenti ou même on l'arrête, votre facture de chauffage baisse. Et là, cette année, les factures de chauffage, et je ne vous parle pas des factures d'électricité, ceux qui les ont déjà reçues tirent une tête de 3 km, et les cuves à fioul sont déjà bien bas, il va falloir les re-remplir au prix fort. Donc oui, c'est ça qui va poser un vrai problème dans le budget des Français, c'est toutes ces dépenses contraintes contre lesquelles on ne peut rien faire, la facture arrive et paf. Mais alors, je vous pose une question corollaire. J'ai déjà la réponse. Non, parce que vous ne connaissez pas la question. Non, parce qu'au milieu de ce marasme d'augmentation qui est pire que les autres années, est-ce qu'il y a des choses qui baissent ? Le téléviseur ? Non, mais on n'est pas avec le téléviseur. Non, mais je reviens avec le téléviseur, parce que le téléviseur, il est dans le calcul de l'inflation. Chantal Huette, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Il y a quand même quelque chose qui baisse un tout petit peu. Nous avons constaté que nos achats de sport, c'est-à-dire la paire de chaussures de sport, le jogging, le sac à dos, baissent. Globalement, l'habillement, vous voulez dire ? L'habillement sportif baisse. Pas beaucoup, bien évidemment, mais baisse et dans les supermarchés. Mais c'est pas. Est-ce que Jean-Baptiste, est-ce que c'est pas l'effet des promotions, c'est-à-dire au fond, c'est exclusivement de la baisse de marge pour essayer d'attraper encore les consommateurs. Parce que vous l'avez peut-être vu passer, mais dans les pays d'Asie qui fabriquent à tour de bras des chaussures de sport, des shorts, des survêtements, eh bien tout est fermé. À cause du Covid. Il y a eu une grosse vague de contamination de Covid et toutes ces usines ont fermé. Et vous avez vu passer des tas d'articles en disant est-ce qu'on risque de manquer de chaussures de sport à la fin de l'année ? Et pire, les cadeaux de Noël. Parce que Chantal Huette, vous l'avez entendu parler qu'il faut déjà penser à ces cadeaux de Noël parce que ça va être compliqué. Tout à fait. Mais c'est comme ça qu'on incite aussi la famille parce que bien sûr c'est une avance d'argent, mais d'un autre côté c'est une économie pour la fin de l'année. Si on achète déjà dans les promotions en ce moment, parce que toujours à la fin de l'été, on a des promotions, de belles promotions, il faut que la famille, si elle a un peu d'argent d'avance, et de moins en moins, bien évidemment, le reste à vivre se rétrécit, si je puis dire, ou se raccourcit d'année en année. C'est vrai que c'est maintenant qu'on peut faire de belles opérations pour la fin de l'année. Il y a aussi le prix du panier alimentaire qui va augmenter avec les mauvaises récoltes, les abricots, etc. Le blé notamment. Nous, on est mangeurs de pain en France. Oui, mais il n'y a pas que ça qui augmente dans le panier, encore une fois. Faisons simple. Faisons simple. On a un outil de mesure qui nous dit ça augmente, ça baisse. Cet outil de mesure, le but n'est pas de le jeter au feu et d'y verser 1 demi-litre d'essence dessus pour le flamber, surtout au prix de l'essence actuelle, mais il faut dire ce qui est. L'outil de mesure n'est plus adapté à notre consommation. Et plus embêtant, l'outil de mesure crée un citoyen consommateur moyen, or aucun de nos auditeurs n'est dans cette moyenne. Vous ne consommez pas comme le consommateur moyen de l'indice de l'INSEE. C'est le principe de la moyenne. Si le poids du logement pèse énormément dans votre budget, ce qui est le cas d'énormément de familles, encore plus les familles nombreuses, de toute façon... Excusez-moi, je vais juste vous rajouter que Famille de France a son domaine d'expertise dans le logement. Bien sûr. Et j'approuve ce que vous dites, c'est que le logement a une part vraiment importante dans l'économie du foyer, dans son budget. Et les étudiants, étudiants. Et ce que l'on ne dit pas assez, c'est que c'est que le calcul de l'inflation ne prend pas en compte le poids du logement dans le budget. Dans le calcul officiel de l'inflation, le poids du logement, en l'occurrence des loyers, n'est pas pris en compte. Parce que le plus, c'est sur les biens de consommation et les sources d'énergie. On calcule l'inflation avec la consommation du quotidien, mais le logement ne rentre pas dans le mode de calcul. Il y a le ticket de cinéma alors qu'on n'y va plus, il y a le prix du litre d'essence, mais il n'y a pas
Il y a le téléviseur. logement qui est le premier budget, il faut le répéter. Oui, il y a des familles aujourd'hui, qui ne sont pas à 30 ou 35 ou 40% de leurs dépenses en matière de logement, mais qui sont à 50% et parfois même à 60%. C'est-à-dire que quand elles gagnent 1 000 € péniblement, eh bien, il y a 600 € qui partent dans le logement, il leur reste 400 € de reste à vivre. Donc on comprend que derrière, on complète ces 1 000 € amputés de 600 par un tour régulier au Resto du Cœur ou au Secours catholique. C'est aussi bête que ça. Et ces gens-là ne sont pas dans la mesure rationnelle de l'inflation. C'est aussi bête que ça. Comment expliquer, Jean-Baptiste, que le gouvernement soit pas à feu et à sang et à se poser la question de ce qui va se passer si la population est autant affectée? Alors, ils se posent la question certainement, mais ils sont un petit peu axés sur la situation sanitaire. Et est-ce que la situation économique... Alors peut-être, est-ce parce que les Français ont énormément d'épargne et qu'ils se disent qu'ils ont la capacité... Tout ça, c'est du mythe. Ça, c'est ce qu'on dit, ça, c'est un peu de la théorie, excusez-moi. Mais par contre, ce que je voudrais... oui, rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on arrive au bout du débat. Oui, je sais, c'est dommageable. Mais bon, rapidement, c'est que quand même, Famille de France vous oppose des initiatives solidaires. Il existe le troc, les collectes de fournitures, les achats groupés, les achats de packs. Famille de France aussi fait des bourses aux vêtements, qu'on va essayer de remettre, bien sûr, à jour. Voilà. C'est-à-dire que ce qui n'était qu'alimentaire va toucher d'autres secteurs dans les biens de consommation, c'est-à-dire en fait la solidarité sur tout ce genre de produits. C'est ça que vous dites? La solidarité doit jouer. Oui. Il faut tordre le cou au mythe des Français qui disposent d'épargne. Oui. C'est pas les Français ont de l'épargne, c'est 2 Français sur 10 ont de l'épargne de côté, 8 Français sur 10 sont dans le rouge le 15 ou le 20 du mois. Et quand on parle de faire des achats de précaution ou d'anticiper sur les cadeaux de Noël, je peux vous dire que quand on est le 20 août ou le 21 août et que le compte est déjà dans le rouge, on essaye d'espérer pouvoir passer le cap de la rentrée sans trop de dommages, sans que le banquier vous appelle trop souvent en disant vous êtes dans le rouge, complétez le trou. Donc non, la rentrée va être très très difficile et le pouvoir d'achat va être évidemment un des sujets majeurs de cette rentrée politique et économique, mais le gouvernement n'a pas de solution. Il devrait logiquement doubler la TVA, je dis bien doubler la TVA pour essayer de remettre les chiffres de l'économie à plat. Une TVA doublée à 40%. Sauf qu'on sait très bien ce qui se passerait avec une TVA à 40%. Ce serait la fin totale. Tout le monde serait dans la rue et il n'y a peut-être pas besoin de ça. Mais pour même à 25%, mobiliser. la TVA, on la supporterait pas. Et pourtant, il faut chercher de l'argent là où il se trouve. Merci beaucoup Jean-Baptiste Giraud de nous avoir dressé un portrait de la situation de la rentrée pas très... Je suis désolé, j'aurais bien aimé non, mais on le sait bien. Mais on le sait bien en même temps, mais vous nous avez aidé à comprendre surtout les phénomènes qui sont en jeu. Merci Chantal Huette de vous faire la voix des familles de France pour essayer là encore, je dirais, d'imprimer la politique future du gouvernement en matière d'économie à l'égard de sa population.